Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre Minute qui s'ouvre. Une randonnée de pratique avec un expert qui nous donne des conseils pratiques pouvant aider la communauté. Aujourd'hui, il est question de l'épidémie du choléra. Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'injection d'aliments et d'eau contaminés par le bacille Vibrio cholerique. Le choléra reste à l'échelle mondiale une menace pour la santé publique et un indicateur de l'absence d'équité et d'un développement social insuffisant. Comment est-ce que ce mal se manifeste? Et la question phare, c'est de savoir les gestes qu'il faut pour prévenir donc ce mal ou les gestes qu'il faut en face de tel cas. Alors aujourd'hui, nous recevons pour vous le docteur Jacques Bafla, médecin généraliste, qui va nous aider à comprendre les comportements à adopter face à de tels cas. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Julius. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Un plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup. Et déjà, nous allons démarrer donc cette émission par dire ceci. Nous entendons parler du choléra, qui est une maladie de pauvreté qui touche des personnes ayant un accès insuffisant à l'eau potable et aux services d'assainissement de base. Si on parle de cette base-là, qu'est-ce que c'est que le choléra? Merci une fois encore, monsieur Julius. Et comme vous l'avez déjà dit dans l'introduction, c'est une maladie infectieuse diarrhéique, effectivement, très grave. Très grave. Effectivement, très grave, à caractère épidémique et qui est d'origine bactérienne. Et donc, c'est la maladie du péril fécal par excellence. C'était une urgence de santé publique. Voilà. Et donc, de façon basique, c'est une infection bactérienne et qui est, on attrape ça par la voie digestive, on ingère des choses comme vous venez de le dire, et qui a un caractère épidémique. Et une fois c'est déclaré, c'est une urgence publique. Une urgence publique déjà. Et dites-nous, on entend souvent parler de cette maladie qui est extrêmement virulente, qui se transmet, comme vous l'avez dit, d'eau ou d'aliments qui sont contaminés. Alors dites-nous, quels sont donc ces symptômes? Bon, avant même d'aborder les symptômes du choléra, je vais faire une petite définition de ce qu'est en profondeur de cette maladie. C'est une maladie qui est causée par une bactérie, un bacille qu'on appelle, qui fait partie des souches de bactéries de bacilles qu'on appelle les Vibrio cholerae. Et dedans, il y a une seule chose qui est aussi dangereuse que la maladie proprement dite, comme on le voit, c'est celle qui est capable de sécréter une toxine. On l'appelle le vibrio cholérique. Et donc, cette bactérie, cette souche, sécrète une toxine qu'on appelle la choléragène. Et donc, c'est cette choléragène qui, une fois ingérée, inverse le flux hydrosodé. En fait, c'est normalement dans le corps, nous avons des ions qui permettent le flux le flux de l'eau. Et normalement, ce flux est connu de façon physiologique. Le sodium gardé et suppose l'eau gardée. Et donc, cette toxine que j'appelle la choléragène, une fois sécrétée par cette bactérie, inverse ce flux. Et donc, ça va entraîner une cascade de sécrétion d'eau ou de liquide au niveau du tube digestif, entraînant cette diarrhée, donc l'émission foudroyante des selles et parfois même, ou bien généralement, des vomissements en jet. Et donc, ça peut aller jusqu'à 10, 50 émissions de sel, ce qui généralement entraîne dans les minutes, sa survenue est brutale. Ça va entraîner chez cette personne une déshydratation sévère, une déshydratation très sévère,
et qui engage le pronostic vital de la personne qui l'attrape. Cette déshydratation sera accompagnée d'une hypokaliémie. Donc, il y aura une diminution d'un ion que nous appelons le potassium au niveau de cette personne atteinte. Et donc, c'est une urgence vitale qu'il faut pas du tout négliger. Et donc, pour revenir à votre question concernant les signes, automatiquement, quand on est en face, voilà, des signes de choléra, ça ne ment pas. Hein? Ce sont des émissions de sel dans un contexte d'apyrésie, donc non fébrile. La personne n'a pas de fièvre, la personne n'a pas de fièvre et fait des selles là de façon répétée. Les caractéristiques des selles émises, c'est que on caractérise ça comme de l'eau de riz. C'est l'organisme qui fournit tout ça là. Oui, eau de riz. C'est fade, ça n'a pas d'odeur en tant que tel, c'est pas glaireux, il n'y a pas de sang, donc il n'y a pas une particularité qu'on a au niveau de ces selles là pouvant nous faire penser à autre épidémie. Et donc, quand nous voyons le caractère brutal des selles, des vomissements en jet et les caractéristiques des selles que la personne émet, genre l'eau de riz, comme je le dis, nous pensons automatiquement à l'épidémie de choléra. Voilà, à cette maladie qu'on appelle qu'on appelle le choléra, qui est une maladie à déclaration obligatoire. Quand on détecte un cas, il faut forcément activer la chaîne de réaction. L'équipe d'intervention qui est au niveau de chaque structure a l'obligation de déclarer cette maladie. Et donc, les signes de façon globale, ce sont ces vomissements et ces émissions en quantité de sel à caractéristique eau de riz, fade, inodore, non glaireux, pas de sang. Voilà. D'accord. Et déjà, est-ce que ce sont les enfants seuls qui souffrent de cette maladie ou bien les adultes aussi sont confrontés à ça? Bon, en fait, tout le monde est concerné. Femmes, hommes, enfants, adultes, tout le monde est concerné. Parce que malheureusement, c'est pas une maladie que l'organisme a des anticorps naturels pouvant lutter contre. Donc, personne n'a un corps qui résiste à cette bactérie, à cette maladie-là. Donc, de façon naturelle, pas d'immunisation. Donc, tout le monde est exposé à cette maladie. Et l'autre chose qu'il faut dire, c'est que c'est une maladie des zones humides. C'est d'abord une maladie. Lorsque nous ne sommes pas dans l'épidémie, le réservoir, c'est les eaux souillées, comme vous savez, les bas-fonds, les zones marécageuses. Il y a certaines zones qui contiennent, voilà, ces rivières-là, qui sont des réservoirs des bactéries. Et donc, une personne part là-bas, prend le germe dans l'eau souillée, peut-être qu'il s'abreuve, et c'est après la première infection de cet individu que le réservoir devient humain. Donc, cette dernière personne qui a pris ça au réservoir, dans les zones humides, à son tour maintenant, va propager. Donc, la contamination devient interhumaine. Parce que les selles, les vomissures, ensuite contiennent en quantité ces bacilles-là. Et il suffit simplement, comme je l'ai dit, c'est une maladie très contagieuse. Donc, il suffit simplement que quelqu'un soit en contact avec les fessées de cette personne et la personne l'attrape. C'est pourquoi on l'appelle généralement maladie du péril fécal par excellence. Et donc, tout le monde est concerné. Pauvre, riche, tout le monde est concerné. Juste que, quand les conditions sont réunies, on a plus de chances à ne pas l'attraper. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour ces explications. Dites-nous, le choléra peut être
endémiques, épidémiques, comme vous l'avez dit. Et doit-on dire que ces cas de choléra peuvent être des facteurs de risque à charge de mortalité dès que quelqu'un prend, il peut en partie. Effectivement, c'est une maladie qui ne nous donne pas le temps. Voilà. Ça ne donne pas le temps. Et si vous êtes en face de quelqu'un qui fait réellement la maladie du choléra, dans les minutes qui suivent, si vous ne savez pas faire, certaines personnes meurent. Ah bon? Parce qu'ils perdent énormément d'eau, ils sont dans une déshydratation qui ne dit pas son nom. Il va se passer ce qu'on appelle le collapsus. Ces vaisseaux, les veines seront collabées, la personne, vous ne pouvez plus prendre le pouls, et donc il va mourir d'un choc. Et voilà, c'est pas quelque chose qui te laisse demain, après demain, ainsi de suite. Non, ça Donc, on peut pas t'attrape. commencer, on peut pas voir les symptômes, constater les symptômes ce soir et puis Et dire dit peut-être non, demain matin, j'irai vous à n'aurez l'hôpital. même pas le temps de le faire. Parce que si vous êtes en face de quelqu'un qui le fait, vous-même, vous aurez peur. Il n'y a pas de répit pour les selles. Il n'y a pas de répit pour les selles. Et donc, la personne qui souffre de ça, aller même sous la douche, revenir dans sa chambre, bon, peut-être qu'il meurt. Ah bon. Ah oui, oui, il meurt. Donc, c'est pas quelque chose qui donne le temps à quelqu'un. Donc, c'est pourquoi il est très important d'informer la population dessus, sur les signes, pour qu'on ne traîne pas. Et l'autre problème qui est là, c'est que c'est une maladie très contagieuse. Et donc, pas seulement celui qui a attrapé. Il faut informer la population pour que ceux qui seront à côté de quelqu'un qui attrape ça, sachent que eux-mêmes, ils sont à risque en s'approchant d'une personne sans précaution. Voilà, donc, c'est une maladie, quand quelqu'un attrape dans une zone, une deuxième, en fait, automatiquement, nous activons une première personne qui l'attrape. Si ça s'avère, ou même une suspicion, on active la chaîne, on déclenche, il y a épidémie. Voilà. Voilà. Et donc, en même temps, on prend les précautions pour pouvoir limiter l'expansion de cette maladie, en fait, de la maladie dans la zone là. Donc, c'est une maladie effectivement à caractère épidémique. Voilà. Et déjà, est-ce que c'est possible donc de prévenir donc ce mal dans les zones humides, surtout dans les zones humides? Bon, la prévention, je ne vais pas spécifier seulement les zones humides. La prévention est d'ordre général. C'est beaucoup plus l'hygiène. La prophylaxie passe d'abord par l'hygiène. S'il y a une bonne hygiène, il y a très faible de probabilité pour que quelqu'un attrape cette maladie. Parce que c'est une maladie qui est, on l'appelle le bon compagnon des catastrophes naturelles. Le bon compagnon. Oui, oui, c'est le bon compagnon des catastrophes naturelles. Quand il y a peut-être un déplacement massif, quand il y a guerre civile quelque part, et donc les conditions d'hygiène ne sont généralement pas réunies. Et si peut-être il y a une sécheresse, les gens ne trouvent pas de l'eau potable, ils peuvent prendre de l'eau souillée qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre, ils vont pas traiter l'eau, ils vont prendre. Donc, ce sont des conditions qui favorisent la survenue de cette maladie. Donc, pour prévenir, il faut forcément que ces conditions d'hygiène soient réunies. À savoir, comme on vient de le dire, il faut avoir un abri propre, il faut avoir, voilà, de l'eau potable, surtout de l'eau potable, et bon, voilà, le minimum pour garder son hygiène. Ça, c'est la prévention qui ne nécessite pas la prise de produits. Et il n'y a pas de médicaments à prendre d'office pour dire je prends ça et je préviens. La chimioprophylaxie, voilà, c'est pas trop ça. Par contre, il y a un vaccin. Il y a un vaccin qui est efficace contre, contre voilà, cette maladie de choléra. Et donc, quelqu'un qui est totalement vacciné a pu, voilà, est épargné de cette maladie. Donc, pour la prévention, première chose à conseiller, c'est les conditions d'hygiène. Deuxième chose, se vacciner dès que c'est possible. Voilà. Déjà, est-ce qu'il faut dire que quelqu'un qui est contaminé peut se faire vacciner après? Ou bien il faut se vacciner bien avant peut-être de se retrouver non, en fait, c'est que
C'est pas une infection qui va rester dans le corps après l'épidémie. Après que vous ayez terminé de faire la maladie, c'est que, voilà, vous n'avez plus la bactérie. Donc, vous pouvez bel et bien vous faire vacciner. Et une fois détecté, cette bactérie, c'est que ça ne fait même pas au-delà de 14 jours. C'est que si quelqu'un suivi pour le choléra, au-delà de 14 jours, cette personne, voilà, il meurt pas. La bactérie ne fait que 7 à 14 jours, c'est fini en réalité. Et donc, même quand quelqu'un est pris en charge en 3 jours, entre l'hospitalisation et 3 jours plus tard, la personne peut sortir de l'hôpital. Donc, c'est une maladie tôt reconnue, tôt prise en charge, on a plus de chances à s'en sortir parce que le plus gros désordre que ça crée, c'est la déshydratation. Et donc, la prise en charge passe par ça, par la réhydratation. Et donc, il y a un protocole de prise en charge connu du personnel de santé et qu'ils font. Et donc, une fois qu'on vous a envoyé cette personne, on l'isole quand on reconnaît parce que pour qu'il n'y ait pas, voilà, à contaminer d'autres personnes. Et une fois le protocole mis en place, si c'est pas déjà trop parti, la personne s'en sort dans les jours qui suivent en même temps. Donc, c'est fini. Et puis, ça ne pénètre pas, voilà. Tu peux te faire vacciner après, c'est ça. Donc, est-ce que cela veut dire que quelqu'un qui manifeste des signes de diarrhée, déjà on peut en même temps se poser la question de savoir est-ce que ce n'est pas peut-être le choléra? Bon, comme je l'ai dit, si c'est le choléra, ça ne ment pas. Oui, c'est que ça ne ment pas, c'est immédiat. La personne part aux toilettes une fois, une deuxième fois, les minutes qui suivent une troisième fois, une quatrième fois, tu ne lui diras plus rien jusqu'à ce que lui-même il commence pas à sentir une fatigue extrême parce qu'il n'est plus lui-même. Et donc, voilà, on envoie cette personne à l'hôpital. Mais pour prévenir, je préfère pour que la communauté, devant toutes sortes de diarrhées, ne tergiverse pas, l'envoyer automatiquement à l'hôpital en prenant bel et bien les précautions qu'il faut pour que quelqu'un d'autre ne soit pas contaminé. D'accord. Donc, quelqu'un qui est contaminé, il y a des gestes pratiques déjà pour que cette personne ne soit pas, comment ce dernier ne soit pas, cela ne soit pas fatal pour ce dernier. Oui, en fait, c'est ça. Les gestes pratiques, quand on est en face de quelqu'un soupçonné d'avoir cette maladie, c'est premièrement se protéger soi-même. D'accord. C'est la première chose à faire parce que ça ne sert à rien de vouloir sauver et partir. Se protéger soi-même. Donc, si vous pouvez, dans la mesure du possible, si vous avez des gants, portez des gants et essayez au maximum de ne pas toucher les excréments de cette personne. Et si c'est une personne qui veut toucher, que c'est la personne qui est bien protégée, que cette personne soit bien protégée, et voilà, l'envoyer jusqu'au centre, aux structures sanitaires qualifiées pour la prise en charge d'une telle maladie. Et effectivement, désinfecter partout où cette personne est passée, où un liquide de cette personne se serait déposé. Désinfecter automatiquement. Donc, voilà. Merci beaucoup, Dr. Jacques Bafla. Nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un conseil à l'endroit de ces auditeurs qui sont à l'écoute? Oui, mon conseil à l'endroit de la population, c'est que bientôt, c'est la saison des pluies. Et c'est la période favorable pour toutes ces maladies, pas que le choléra, mais choléra, comme on l'a dit, c'est la maladie du périfécal par excellence. Donc lui en premier, c'est la saison des pluies qui s'annonce. Il va falloir que nous prenions voilà, nos responsabilités afin d'avoir une hygiène adéquate et traverser cette période sans être confronté à cette maladie. Donc, contrôlons nos aliments et rendons l'eau que nous buvons potable. Essayons de
de nous débarrasser de tout ce qui peut être souillé et automatiquement, quand on suspecte une telle maladie, l'envoyer à l'hôpital dans les conditions qu'il faut. Merci. Merci beaucoup, Dr. Jacques Bafla. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce numéro Les gestes qui sauvent. Nous allons parler du choléra et les comportements à adopter en face d'un tel mal. Nous vous demandons de mettre en pratique les conseils du docteur afin de pouvoir sauver des vies en face de ce mal-là. C'était Radio Affect Santé. Nous vous disons à la prochaine. Bye bye.